suis dans la team économiste et les économistes sont plutôt optimistes sur le progrès technologique et donc plutôt optimistes sur l'intelligence artificielle. Lui, c'est Grégory Verdugo, économiste et auteur de l'ouvrage « L'IA et l'emploi », publié aux presses de Sciences Po. Et moi, je suis Lise Barcellini, journaliste passionnée de rencontres et d'innovation. Vous vous demandez ce que l'intelligence artificielle change à votre travail ? Vous êtes au bon endroit. Vous écoutez « Il y a encore du taf ». Bonjour Grégory. Bonjour. Alors on est vendredi, il est 15h26. Depuis le réveil, est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle ? Et si oui, c'était pour faire quoi ? En effet, ouais, je l'ai utilisé ce matin pour écrire du code. Alors j'écris du code pour analyser des données parce que je suis économiste du travail. Et donc une grande partie de mon métier, ça consiste à essayer de comprendre ce qui se passe dans les données. Et donc pour comprendre ça, on écrit des programmes. Et là, c'est vrai que depuis que l'intelligence artificielle existe, ça nous aide pas mal à savoir comment programmer, à écrire des meilleurs programmes et parfois des programmes un peu plus efficaces. Ça change beaucoup votre façon de travailler, l'arrivée de l'IA générative ? Pour la programmation, ça me fait gagner un peu de temps et je pense que la qualité de mes programmes dans les logiciels sur lesquels je suis moins familier, c'est amélioré en effet. Donc à la fois un gain de temps et potentiellement en même temps une amélioration de la qualité de certains programmes. Alors Grégory Verdugo, si on est ensemble, vous l'avez rappelé, vous êtes prof d'économie à l'université de Cergy. Et donc si on est ensemble, c'est que vous publiez aux presses de Sciences Po un ouvrage intitulé IA et emploi. Alors dans un podcast intitulé « Il y a encore du taf », comment ne pas vous inviter ? Première question, une réponse rapide. Question rapide et après on va développer. Vous, Grégory Verdugo, vous êtes plutôt team optimiste ou team pessimiste quand on parle de l'impact de l'IA sur le marché du travail ? Je suis dans la team économiste et les économistes sont plutôt optimistes par rapport à l'effet du progrès technologique sur l'emploi. Alors c'est vrai que le progrès peut avoir des faces sombres, ça permet de faire des armes qui détruisent le monde. Mais globalement en économie, on apprend et c'est dans les cours introductifs que si aujourd'hui on a autant de niveaux de richesse, c'est grâce au progrès technologique qu'on a suffisamment à manger, qu'il y a pas mal de diversité dans les métiers, dans les professions qu'on peut faire, et que finalement ça a permis de sortir l'humanité d'une sorte de trappe de pauvreté dans lesquelles elle était pendant des siècles et des siècles. Donc je suis plutôt optimiste sur le progrès technologique et donc plutôt optimiste sur l'intelligence artificielle. L'IA, vous le dites dans l'ouvrage, est une révolution. En quoi c'est une révolution qui diffère par rapport aux précédentes révolutions, notamment la révolution numérique ? C'est vrai que la révolution numérique, ça a énormément changé les choses. Ça a créé les réseaux sociaux. C'est aussi également basé sur l'exploitation de données massives. Donc ça, c'est le point commun. Là où c'est par contre différent, c'est que dans la révolution numérique, pour faire marcher les machines, il fallait écrire un programme. Il fallait arriver à comprendre quelle était la manière de faire réaliser une tâche par la machine et donc comment écrire le programme pour faire réaliser cette tâche. Alors ça, c'était tout à fait efficace pour réaliser des tâches qu'on appelle dans notre jargon d'économiste des tâches routinières qu'on arrive facilement à décomposer. Alors c'est des tâches par exemple comme pour réaliser de la comptabilité, pour travailler dans une usine, pour faire des opérations de base, pour manipuler un robot. Mais par contre, ça a rencontré des limites très très importantes pour des tâches qu'on va appeler du coup non routinières qui sont comme celle par exemple de reconnaître un visage, reconnaître une image. La principale différence, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin d'écrire un programme et la machine va apprendre seule à réaliser la tâche à travers tout un ensemble. Donc, elle va d'abord avoir comme base des données pour s'entraîner et elle va apprendre elle-même tout seule à construire son propre algorithme, son propre programme. Donc, c'est le principe des réseaux de neurones qui font fonctionner l'intelligence artificielle moderne aujourd'hui. En quoi l'arrivée de cette intelligence artificielle générative représente un choc pour le marché de l'emploi, le marché du travail ? Là où ça représente un choc, c'est que c'est vrai que dans les métiers qui ont le mieux tiré profit des révolutions technologiques précédentes, c'est-à-dire du numérique, et qui ont vraiment tiré profit de l'arrivée des ordinateurs, c'était les métiers qualifiés, les métiers des ingénieurs, les métiers des juristes, les métiers dans lesquels on devait avoir fait des études et on était capable de produire du texte, on était capable de produire des connaissances techniques assez précises. On avait un ensemble de qualifications sur le marché du travail, donc c'est
C'est pareil, par exemple, pour un médecin, on avait un ensemble d'expertise qui était assez pointu, qui était assez rare et valorisé. C'est vrai que maintenant, avec l'intelligence artificielle générative qui arrive, on se rend compte que la machine peut avoir des performances assez impressionnantes, qui s'améliorent en permanence dans les tâches de résolution de problèmes, dans les tâches de faire un diagnostic de médecine, dans les tâches d'écriture, en tout cas de l'ébauche d'un article, du plan d'un article, de la production de discours, qui était auparavant réservé à ceux qui avaient fait ces études longues et relativement possédaient ces connaissances rares. Alors d'un côté, ils avaient été les gagnants de la révolution technologique précédente, puisque pour eux, les ordinateurs les avaient rendus plus productifs avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Mais maintenant, l'intelligence artificielle, c'est vrai qu'elle peut apparaître en concurrence avec certaines dimensions de leur qualité qu'ils peuvent avoir, notamment la résolution de problèmes, l'écriture. On parlait tout à l'heure de la réalisation de code informatique. Donc maintenant, les machines peuvent faire des codes assez performants de manière automatique, et c'est vrai qu'elles peuvent potentiellement diminuer la demande de travail dans ces professions. Alors là, on est un peu plus de 3 ans après l'arrivée de l'IA générative grand public, 30 novembre 2022, ChatGPT grand public. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants, notamment au niveau des emplois qualifiés? Est-ce que les emplois qualifiés sont plus gagnants, plus perdants que les emplois peu qualifiés? Pour l'instant, avoir un jugement définitif, c'est un peu tôt, parce que autant il y a énormément d'investissements dans ces technologies, autant on y a tous plus ou moins accès, on l'a tous plus ou moins utilisé parce que c'est gratuit et c'est sur Internet. Autant au niveau des entreprises, l'adoption de ces technologies se fait de manière un peu plus lente, un peu plus rare, même si les entreprises investissent beaucoup dans ces technologies. Pour l'instant, on voit pas de bouleversement majeur dans le marché du travail. Il y a des chiffres effectivement qui indiquent qu'il y aurait une baisse de la demande du travail aux États-Unis pour les travailleurs les plus jeunes et diplômés du supérieur, mais pour l'instant c'est pas forcément clair que ce soit l'effet de l'arrivée de l'intelligence artificielle ou un simple retournement de conjoncture. Enfin, c'est a priori tous les économistes sont sûrs que l'intelligence artificielle va avoir un effet profond sur le marché du travail, va potentiellement affecter les inégalités de salaire, certaines professions pour lesquelles il va y avoir beaucoup moins de demandes, et puis dans d'autres professions il y aura peut-être aussi plus de demandes grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un effet important, mais je pense pour l'instant il est un peu tôt pour dire quels seront les gagnants, quels seront les perdants. Mais est-ce qu'on peut déjà dessiner des grandes tendances? Ouais. Il y a certains économistes qui sont plutôt optimistes et qui disent que l'effet sera moins concentré sur les bas salaires et les salaires intermédiaires que la précédente révolution technologique. C'est-à-dire qu'il y aura moins de dispersion des gagnants et des perdants par rapport à la révolution technologique précédente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces tâches non routinières dont je parlais tout à l'heure et que l'intelligence artificielle peut maintenant réaliser, et ce que pouvaient pas réaliser les machines avant, elles sont réalisées dans toutes les professions à peu près. Donc ça va d'un conducteur automobile jusqu'à un travailleur du supérieur qui sait de faire des calculs, un ingénieur, etc. Donc il y a des études qui essaient d'anticiper de quelle manière les professions vont être affectées selon le niveau d'éducation du travailleur, et en fait elles trouvent que globalement le pourcentage de tâches qui seraient automatisées serait à peu près similaire pour ceux qui sont parmi les moins diplômés jusqu'aux plus diplômés. Mais évidemment ça va dépendre aussi fortement des caractéristiques des professions. Mais si on réfléchit par niveau d'éducation, l'effet serait un peu moins concentré qu'avant. Si on réfléchit maintenant au niveau des générations, est-ce que la question de la formation et du premier job est impactée fortement par l'arrivée de l'IA ? Ouais, il y a en effet ce discours que l'intelligence artificielle pourrait remplacer le travail débutant, le travail inexpérimenté, tandis qu'elle serait plus complémentaire, comme on dit en économie, dans le jargon des économistes, c'est-à-dire qu'elle favoriserait plus les travailleurs plus expérimentés qui savent déjà s'en servir, connaissent ses limites, etc. Pour le moment, c'est pas forcément clair dans les chiffres. Si ça existe, c'est vrai que ça serait problématique pour les entreprises, parce qu'à un moment, c'est sûr que les travailleurs non expérimentés d'aujourd'hui vont être les travailleurs expérimentés de demain. Et donc, il y aurait un problème d'acquisition des compétences. On ne sait pas vraiment comment les compétences des futures générations seraient acquises si elles n'arrivent pas à mettre le pied dans le marché du travail.
Une autre question sur les jeunes générations, c'est de quelle manière l'intelligence artificielle et notamment générative, ça influence la qualité de l'éducation. Et ça, c'est vrai que on va avoir de plus en plus de mal à distinguer finalement l'effet de l'intelligence artificielle sur la demande de travailleurs moins expérimentés que l'effet que ça peut avoir sur la qualité de l'éducation qu'ont reçu les générations actuelles, puisque voilà, on l'a constaté dans les universités, on le constate à peu près à tous les niveaux de l'enseignement aujourd'hui. Si on demande aujourd'hui à un étudiant de faire un mémoire, un travail de recherche dans lequel il doit écrire quelque chose, c'est vrai que la qualité de ce qui est produit, enfin les caractéristiques de ceux qui sont produits aujourd'hui, n'ont à peu près rien à voir avec ce qui était produit il y a 4-5 ans. Alors c'est à un moment, on a un peu tendance à abandonner de demander ce genre de devoir parce que c'est vrai qu'on ne sait pas si on lit les étudiants ou si on lit une machine, et c'est un peu lassant de lire une machine. Mais si l'intelligence artificielle affecte fortement le niveau d'éducation des générations futures, je pense que c'est plutôt ça la vraie question. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, des études sur le nombre d'emplois qui pourraient être détruits avec l'arrivée de l'IA générative. Quelles sont les tendances selon vous? Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de destruction d'emplois que de création? Dans un premier temps, c'est probable que ça va être très concentré dans certaines professions qui vont être très très bouleversées par l'arrivée de l'intelligence artificielle, le domaine de la traduction par exemple. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'une profession est jamais totalement remplacée, mais que la caractéristique des tâches change lorsque le progrès technologique arrive. Donc par exemple, pour les tâches de traduction, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on demande à un traducteur, et même la traduction de documents techniques, va être plus de la tâche de vérification s'il y a eu des erreurs, ou alors de la tâche de traduction de textes littéraires pour lesquels il va falloir justement ajouter un peu plus de contenu humain par rapport à ce que peut produire la machine. Donc, il est possible que ça change le nombre total de traducteurs, mais que ça change aussi la caractéristique des traducteurs, avec paradoxalement une amélioration de la qualité des emplois pour ceux qui restent, puisque le travail de traduction un peu ennuyeux de textes techniques, pas forcément intéressants, pourra être pré-mâché ou fait totalement par la machine. Et puis d'un côté, le travail humain qui reste derrière sera de meilleure qualité. Donc on pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres professions. Pour les juristes, bien sûr, ça peut permettre de gagner du temps dans la rédaction de contrats, donc où il y aurait un premier brouillon qui serait fait par l'intelligence artificielle, et puis le juriste passe derrière et l'adapte, essaie de corriger les erreurs. Et donc là, la valeur ajoutée se fait, c'est qu'on ça permet de produire potentiellement plus de contrats avec moins d'erreurs, et ça change la nature de la tâche puisqu'on a moins d'écriture répétitive automatique, et on automatise une partie finalement du travail qui est la plus rébarbative. Donc les effets vont être globalement assez nuancés sur les professions. Ils vont vraiment changer la caractéristique du travail, et souvent, paradoxalement, avec une augmentation le plus souvent de la qualité du travail qui est faite, puisque l'intelligence artificielle va avoir tendance à remplacer des tâches qui sont pas forcément celles les plus passionnantes. C'est plutôt des tâches qui sont en train d'être remplacées par l'IA générative que des métiers, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est possible que certains métiers disparaissent parce qu'on peut automatiser toutes les tâches dans ce métier, mais je pense que ça va rester relativement rare. Bon, dans certaines professions qui sont pas forcément les plus passionnantes, pensez par exemple aux des professions de call center, d'aide, dans lesquelles les gens appellent parce qu'ils ont du mal à se servir d'un appareil chez eux, ou ils veulent réparer quelque chose. Mais les premières étapes finalement de l'assistance client pourront être faites par l'intelligence artificielle, et puis ensuite on peut arriver sur un opérateur humain lorsque vraiment on rencontre des problèmes. Et donc ça peut diminuer la demande de travail totale dans ce type de profession, mais ça change également la nature de ces professions en augmentant finalement l'intérêt de ce travail et en diminuant son côté répétitif. Là, on a parlé des traducteurs, des call centers. Est-ce que les consultants, ils pourraient être remplacés ? Si le consultant ne donne pas effectivement plus de valeur ajoutée par rapport à ce que peut dire une machine, dans ce cas, effectivement, oui. Il me semble pas pour l'instant ce soit le cas, parce qu'il y a quand même des analyses de données qui sont faites par les consultants. Les consultants vont sur le terrain, ils discutent avec les équipes, ils rencontrent les gens, ils regardent ce qui se passe dans la structure, ils collectent de l'information. L'information, elle peut être collectée de manière
quantitative, et là dans ce cas l'intelligence artificielle va pas pouvoir l'analyser, mais elle est également beaucoup qualitative, quoi. Quelle est l'ambiance dans une société, quels sont les freins dans des organisations qui font que certaines choses sont bloquées, et ça vous avez besoin d'un être humain pour comprendre finalement toute la complexité des organisations. Et en fait les organisations, une de leurs caractéristiques, c'est qu'elles ont des objectifs multiples, donc et parfois contradictoires, hein. Quand on manage une équipe par exemple, c'est bien d'être efficace, mais d'un côté, on peut détruire la cohésion d'une équipe si on est trop exigeant. Par rapport à ça, l'utilisation de l'intelligence artificielle va peut-être se focaliser sur un seul objectif, et on aura un peu toujours besoin de l'humain pour essayer de comprendre finalement comment faire coexister les différents objectifs ensemble. Vous parlez du travail d'équipe, justement, dans votre ouvrage, page 61. Vous parlez de cet effet que vous qualifiez d'inattendu de l'IA sur la collaboration entre salariés, entre employés. C'est une expérience qui a été réalisée par des chercheurs à l'Harvard Business School. Ils ont fait, alors c'est une expérience assez amusante. Ils font jouer des travailleurs en équipe et leur font jouer à un jeu, je crois, sur une console de jeu. Et donc ils comparent les performances des équipes où il y a composé seulement avec des humains, avec une équipe dans laquelle on introduit un super joueur qui est manipulé par l'intelligence artificielle. Alors bon, la théorie économique prédit que globalement l'équipe devrait bénéficier de la présence d'un meilleur joueur et avoir des meilleures performances. Et enfin, on s'aperçoit que c'est pas vraiment le cas. Ça détruit un peu la motivation d'avoir cette espèce de super joueur cyborg dans l'équipe. Ça détruit la cohésion de l'équipe, et surtout lorsque l'équipe visiblement est moins expérimentée et moins bonne au jeu. Donc il y a beaucoup de choses dans la coopération humaine qu'on maîtrise pas forcément. Il y a beaucoup de conséquences inattendues, de l'utilisation finalement de certains outils qui peuvent se révéler contre-productives. Donc en pratique, est-ce que cette étude peut s'appliquer dans le monde réel ? Je pense que effectivement il y a des risques, parce qu'on a une certaine aversion à des interactions pures avec les machines, hein. Lorsque les salariés sont surveillés par des algorithmes, sont surveillés par des robots, et ils ont un peu une impression d'être face à un système inhumain qui prend pas en compte leur motivation personnelle, et donc ça détruit globalement leur motivation de travailler dans l'entreprise, de faire face finalement à une machine qui prend des décisions sur leur carrière. Donc il faut effectivement, d'après ce que disent ces expériences, il faut utiliser ces outils avec précaution, à la fois lorsqu'ils influencent finalement les interactions au sein d'une équipe, et puis à la fois si on les utilise pour juger les gens, classer les gens, et notamment les récompenser ou les surveiller dans des contextes professionnels. Et pour rédiger votre ouvrage IA et emploi, vous avez un peu utilisé l'IA ? Pas tant que ça. Certaines fois, lorsque je bloquais sur une phrase ou que je trouvais que la formulation de la phrase était un peu maladroite, je pense que j'ai dû l'utiliser pour 2 ou 3 passages. En fait, l'ouvrage a été rédigé l'an dernier, donc on est toujours d'ailleurs en phase d'apprentissage par rapport à l'intelligence artificielle. On se demande quelle est la meilleure manière de l'utiliser. Je pense que si l'on écrit, il faut pas trop utiliser l'intelligence artificielle, parce que sinon le texte devient extrêmement homogène, et il me semble qu'aujourd'hui qu'on a maintenant 2 ou 3 ans de recul par rapport à l'arrivée de ces outils, on arrive à repérer assez facilement le texte qui a été généré par l'intelligence artificielle à 80-90%, même si l'auteur a mis un petit input. Donc c'est ce que je voulais absolument éviter, c'est que le texte devienne absolument, c'est quelque chose à éviter en tout cas pour tous ceux qui écrivent, c'est que le texte devienne complètement impersonnel et soit produit par une machine. Le lecteur, et enfin moi c'est mon cas en tant que lecteur de journaux scientifiques ou d'autres types de journaux, on a envie d'avoir, en tout cas de croire que derrière on a vraiment quelque chose, un être humain qui a produit le texte, et pas avoir finalement cette espèce de texte aseptisé qu'on appelle la soupe de l'IA aujourd'hui. Donc voilà, j'ai utilisé, mais avec précaution, parce que pour éventuellement améliorer quelques structures de grammaire dans mon texte. Ma dernière question, Grégory Verdugo, est-ce que vous, en tant qu'économiste, pour 2026, il y a un souhait pour 2026 sur l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi ? Ça serait qu'on arrive à mieux comprendre, alors c'est un souhait du perspective du professeur, qu'on arrive à mieux comprendre comment l'utiliser avec les étudiants.
Moi, personnellement, j'en suis plus au stade où je pense qu'il faut revenir aux examens oraux, faire un peu comme en Italie, où finalement, ça va être plus ce type de qualités qui vont être valorisées sur le marché du travail dans le futur, la capacité à parler à l'oral, à présenter des idées de manière claire, à réfléchir, et plus que l'écrit où on demande de faire des mémoires de 20-30 pages, et on sait qu'aujourd'hui, la tentation, elle est forte, hein, et c'est très difficile d'évaluer ce type de travail. Donc ça serait ça mon souhait, c'est qu'on arrive à qu'il y ait plus de travaux qui nous permettent de mieux comprendre comment nous adapter dans le domaine de l'éducation et comment garantir finalement que les étudiants apprennent des choses à l'université. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Grégory Verdugo d'avoir accepté mon invitation. Merci Lise. Cet épisode vous a donné envie d'en savoir plus. Retrouvez l'intégralité des épisodes en tapant « Il y a encore du taf » sur votre plateforme de podcast. Vous trouverez le témoignage d'un pâtissier, d'une médecin, d'un avocat, d'une prof ou encore d'un musicien. Bonne écoute.